Je veux parler de Joseph de Maistre, qui est devenu un symbole du conservatisme, du papisme, du réalisme. Il se présente comme contre-révolutionnaire, comme un adversaire ardent des idéaux et des rêves de lumière, du progrès scientifique, d'une sorte de positivisme vulgaire, et il se représente comme le défenseur de la religion et de la monarchie. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle apparaît une pléiade de penseurs que nous nommons conservateurs. Parmi ceux-ci, nous trouvons le fameux Edmund Burke, Louis de Bonald, Joseph de Maistre et Lamennais. Leurs idées et travaux ont produit et défini le conservatisme comme un mouvement intellectuel original ayant obtenu son propre visage et sa propre stratégie de pensée sociopolitique et métaphysique. Le point de vue commun est que le conservatisme a été engendré par la révolution du 89 contre une réaction négative et par l'idéologie des Lumières qu'il a préparée. Comme tous le savaient bien, la nation du conservatisme est apparue au début du XIXe siècle. Chateaubriand a créé un magazine nommé Conservateur. À partir des années 1830, la nation entre dans le vocabulaire politique et prend une place importante. Dans les sciences politiques modernes, il existe beaucoup de définitions du conservatisme. Habituellement, en posant la question de typologie du conservatisme, on distingue les types suivants: traditionnaliste, réformiste et extrémiste. À la tête du conservatisme traditionnaliste, on retrouve Burke, Joseph de Maistre, Louis de Bonald, Chateaubriand. Ce mouvement émet non seulement une critique des principes libéraux, mais plutôt il propose une idéologie autonome qui produit sa propre conception de la société, de l'individu, du concept du pouvoir d'État, du gouvernement, de la morale et de la religion. À l'époque, il faut chercher, à l'époque de la réforme, les sources du conservatisme comme idéologie et comme système de valeurs qui se présente comme une réaction au mouvement protestant. À l'époque de temps moderne, les philosophes et les scientifiques du XVIIIe siècle ont séparé la science de l'Église et les Lumières ont mis l'homme au centre de l'univers. Ce qui a ouvert à l'homme, d'une part, de nouveaux espaces et horizons pour l'autoréalisation, mais d'autre part, tout cela a attaché les hommes des racines du passé, de la tradition. La rupture avec la tradition conduit à une crise et à l'effondrement de la vision du monde, à l'instabilité et à une possibilité de construire des théories qui ne sont pas fondées. L'esprit humain, déjà préparé par le protestantisme, domine sa propre timidité et tire courageusement des conclusions définitives à partir des principes énoncés au XVIe siècle, écrit Maistre. La suite logique des événements, la réforme protestante, le siècle des sciences XVIIe, les Lumières, conduit à la révolution. Ce qui est important pour nous, c'est la question de la séparation entre la religion et science, qui a eu lieu au XVIIe et au XVIIIe siècle. Les traditionnalistes français considéraient la réforme comme le premier acte de rébellion de l'individu contre l'autorité et la religion. Les événements du XVIe siècle ont divisé la communauté religieuse. Ils ont créé un trouble similaire dans la communauté politique et en même temps établi la religion presbytérienne et le gouvernement du peuple, comme l'a écrit de Bonald. Maistre était sûr que la distorsion de la conscience de la masse est une affaire des générations, c'est une partie du processus historique de l'Europe. Depuis l'époque de la réforme en Europe, prit forme un esprit de rébellion contre Dieu, la religion et le pouvoir. Cette rébellion a approprié des formes différentes, mais son essence est toujours la même. Peu importe, elle est présente sous la forme du protestantisme ou de jansénisme ou de la philosophie des Lumières.
Tous ces phénomènes de la vie spirituelle ont préparé le terrain pour la Révolution française. Mester interprète l'essence du protestantisme comme hérésie et schisme en tant que rébellion contre l'autorité du trône et de l'autel. La philosophie des Lumières est l'héritière de l'esprit du protestantisme. Elle remplace les principes fondés sur l'autorité par l'esprit individuel. La question suivante que je vous propose d'aborder est le rapport entre philosophie, religion et science chez Mestre. La position de Mestre apparaît cohérente, profondément et systématiquement pensée, soutenue et vérifiée par sa connaissance historique et philosophique sérieuse. Mestre ne cessait jamais de suivre ses études et notamment elle a suivi de près ce qui se passe de nouveau dans les littératures philosophiques contemporaines à son époque. Ses œuvres nous montrent qu'il a touché presque à tout la gamme des problèmes philosophiques, métaphysiques, religieux, scientifiques, sociaux, moraux. Il défend les institutions traditionnelles des formes de la société humaine testées et élaborées dans l'histoire qui trouvent leur justification en leur vérification dans les vérités universelles et religieuses que nous voyons plus clairement grâce au christianisme. L'objectif de la critique de Joseph de Maistre devient les philosophes des Lumières qui développaient leur théorie sur la base des réflexions philosophiques de Bacon et de Locke. Sa critique s'est surtout focalisée sur la philosophie de Francis Bacon. Elle a écrit un livre sur Bacon dans lequel elle le critique de manière systématique. Malheureusement, il n'a pas pu le terminer. Ce livre a tout de même été publié à titre posthume. Ce dernier montre l'objectif majeur de l'activité intellectuelle de Maistre, détruire la mentalité qui a formé l'esprit moderne, individualisme, non-croyant, égoïste, orgueilleux par le savoir scientifique, de la réforme aux Lumières et même après. Il veut détruire l'idéologie des Lumières basée sur la science et qui pense tout dominer par la science et qui s'approprie la science. Maistre essaya jusqu'à sa mort de combattre ses adversaires au sujet de l'arme idéologiquement principale. Il s'agit de la science qui a été usurpée et privatisée par les athées. Méthodologiquement, l'enjeu de sa critique était de présenter d'une façon évidente l'incohérence des idées et concepts des ennemis sur lesquels ils constituent leur image du monde. Maistre est un adversaire ardent de l'empirisme positiviste et du rationalisme des Lumières. Il critique Bacon, Locke, Voltaire, il expose et rejette le relativisme et le rationalisme de la science orgueilleuse. Maistre proclame une séparation avec son époque qui se plonge dans les contradictions internes et dans un rationalisme étroit et peu correspondant avec la réalité vivante. Le panorama de sa propre compréhension positive du monde est présenté dans l'ouvrage Soirée de Saint-Pétersbourg. Selon Maistre, la vraie connaissance doit avoir une entité intégrale de toutes les sciences dans les objets différents. Comme chez Aristote, il y a une hiérarchie dans la structure du monde et dans la connaissance. Mais en même temps, il n'y a pas de science qui pourrait éviter une synthèse philosophique. En ce cas, il n'existe pas de science séparée et indépendante de la philosophie. Maistre affirme que la science sans philosophie ne peut pas et ne doit pas être considérée comme la base des connaissances. Il n'y a que la philosophie qui couronne les sciences. Dans ce contexte, on peut rappeler que les débats sur les critères et les fondements de la connaissance gardaient toujours le caractère philosophique, même chez les différents types de positivistes. Nous le voyons à partir d'Auguste Comte, passant à travers de l'école de Vienne vers Ludwig Wittgenstein et les débats actuels développés à la tradition analytique anglo-saxonne. Ensuite, il faut dire que Maistre croit que le système philosophique est lié à toutes les autres formes de connaissance, celles de l'art
ou ce qui est plus important, la religion. Le domaine de la connaissance humaine est plus large. Il comprend celui de la foi. La racine de l'unité de la connaissance ne se trouve pas dans la philosophie parce que son discours se trouve dans une opposition à la connaissance basée sur la foi. Les sources d'unité et de connaissance sont plongées à l'intérieur de la religion. Les tentations de remplacer la philosophie par la science empirique, ainsi que les tentatives de la philosophie rationaliste de remplacer par soi-même toute la plénitude de la connaissance, mènent au désordre et à la confusion. Mestre a l'idée d'une seule et absolue connaissance, basée sur la vérité absolue, qui ne nie mais englobe la science et la philosophie. Il ne nie pas l'importance de la science ou sa nécessité, mais il précise qu'elle a sa place dans une connaissance bien définie. Elle est impossible de lui attribuer la plus haute importance. Cela détruit la hiérarchie naturelle des valeurs humaines. Et les conséquences contiennent toujours un danger conduisant à la destruction d'une perception adéquate du monde. L'avenir de la connaissance humaine ne consiste pas dans le rejet de la science, mais dans une nouvelle synthèse de la science, de la philosophie et de la religion, qui soit obligée de respecter les relations hiérarchiques entre ces trois éléments de la connaissance. Le problème est que cette relation est altérée. C'est justement là où, par exemple, la philosophie de Bacon produit une erreur terrible qui est devenue fatale pour le développement de l'ensemble de la pensée européenne. Bacon a perverti des demandes de la connaissance et l'a mis la dernière à la place de la nature première. En premier lieu, il devrait y avoir une religion, une philosophie à la seconde place, et la troisième doit être occupée par la science. Pour Mestre, il est évident que la position subordonnée de la science par rapport à la philosophie, parce que ce n'est que de la philosophie puisse donner une justification fondamentale pour la science. Entre la science et la philosophie, il n'y a pas de différence et de séparation totale. La priorité de la seconde ne menace pas l'indépendance de la première. Selon Mestre, il est impossible qu'un fait concret qui a été justifié et démontré par le raisonnement d'une ou de l'autre discipline scientifique soit contraire ou contradictoire aux principes fondamentaux de la connaissance rationnelle qui sont formulés par la philosophie. Sinon, où un fait particulier est compris d'une façon incorrecte et la philosophie peut corriger et montrer la voie vers une bonne compréhension, ou la thèse philosophique est fausse, et dans ce cas, il doit corriger ses propositions fondamentales et il doit chercher d'autres formes pour saisir les faits concrets. Nous pouvons nous poser la même question à propos des interactions, des rapports similaires entre la religion d'une part et la philosophie et la science de l'autre part. On peut admettre que ces relations sont possibles s'il y a une connaissance religieuse spécifique qui n'exclut pas mais contient et justifie le raisonnable, dans lequel elle se manifeste elle-même. De fait, la connaissance religieuse existe. C'est grâce à elle que nous pouvons toucher, par exemple, à ce qui reste de mystérieux dans la vie en général et dans notre compréhension de la nature du monde et de l'homme. La connaissance religieuse a un certain nombre de caractéristiques, spécificités, parmi lesquelles une place particulière est occupée par la question de la source de la connaissance. Mestre nie possibilité de découverte humaine dans le domaine de la religion, où tout est établi une fois pour toutes. La croyance religieuse lui semble plutôt être une acceptation humble devant tout ce qui est donné dans la révélation. Cependant, il insiste que la présence de Dieu dans le monde, dans son histoire, ce qui à son tour peut être considéré comme source d'une garantie non seulement de la loi inchangeable, immuable, mais de l'existence de la liberté dans le monde.
Si Dieu n'intervient pas dans les affaires du monde après avoir effectué l'acte de la création, il n'aurait plus dans l'univers la place pour le hasard, de même que pour la liberté des hommes. Elle disparaîtrait de la vie humaine où tout serait déjà prévisible. Dans ce cas, comme l'a souligné Mestre, cette belle théorie du système des lois immuables nous conduirait tout directement au fatalisme et transformer des personnes en des statues. La liberté humaine est compatible avec Dieu, et non seulement en tant que créateur, mais aussi en tant que gouverneur. Dieu bouge, se déplace et dirige tout, mais chaque créature se déplace par elle-même selon les lois de la nature, créées par ce même Dieu. Ici, cela est vrai, alors il n'y a pas lieu de domination totalitaire des lois. Il reste encore quelque chose qui ne peut pas être rationalisé totalement. Merci de votre attention.